Les problématiques d'authentification, c'est des problématiques hyper importantes, notamment dans le domaine du web. Je vous propose d'applaudir Valériane. Bonjour à tous. Alors, je m'appelle Valériane Venance. Vous pouvez me voir souvent dans les conférences avec des lunettes un peu exotiques ou peut-être en train de jouer du ukulélé dans les soirées d'après. Je suis aussi développeuse advocate chez Clever Cloud, qui est une boîte de plateforme as a service, donc on fait le hosting et plein de choses sympas. Et je suis aussi développeuse web. À chaque fois que je commence un nouveau projet web, il y a une question que je vais me poser obligatoirement. Comment je vais authentifier mon utilisateur? Comment est-ce que je vais stocker ses mots de passe? Gérer le fait qu'il le perde? Gérer le fait qu'il veuille en changer? Aujourd'hui, selon le langage ou le framework que je vais utiliser, je vais avoir une quantité de librairies à disposition qui vont gérer pas mal de choses pour moi. Ça peut aller même jusqu'à étendre mon modèle user ou en prendre le contrôle. Aujourd'hui, je ne suis pas là pour vous expliquer comment recoder ces librairies. Je suis là plutôt pour vous expliquer pourquoi ces protocoles sont arrivés en fait dans le paysage de l'informatique. On ne va pas être très technique aujourd'hui, je vous le dis tout de suite, parce que déjà on n'a que 40 minutes. Donc si vous voulez, il y aura plein de ressources additionnelles à la fin des slides, vous aurez un QR pour le scanner. Et il y a aussi un article qui va sortir, il va y avoir un magazine Programmez édition spéciale Duchesse, où du coup là j'ai tout le temps de vous en parler en long et en large. Voilà. Avant de se lancer dans les différents protocoles d'authentification, nous allons quand même démystifier quelque chose. L'authentification et l'autorisation sont deux choses différentes qu'on a tendance à mélanger. Première chose, l'autorisation. Quand on l'a pas, on a tendance à se faire engueuler un peu de cette façon-là. Et ça peut se résumer en fait très simplement. C'est-à-dire qu'on va avoir un client ou un utilisateur qui va vouloir accéder à des ressources sur un serveur et en faire des choses. Du coup, l'autorisation, c'est de dire est-ce que j'ai le droit ou pas de faire telle action sur telle ressource. Dans le monde du web, c'est quand même très lié au CRUD, donc ces 4 actions de base. Un exemple simple, là on a des fichiers où tout le monde va pouvoir collaborer dessus. Donc à gauche, on a le manager et à droite, du coup, on a l'équipe. L'équipe va avoir uniquement les droits d'écriture et de modification sur les fichiers, alors que l'administrateur, lui, pourra les supprimer, en créer de nouveaux, changer l'endroit où ils sont dans le file system et ce genre de choses. Par extension, on a tendance à dire que l'autorisation, c'est de checker la liste d'autorisation du coup d'une personne qui serait authentifiée. Je suis pas d'accord avec ça. Pourquoi? Si vous voulez, faites le test, allez sur ce site-là maintenant avec votre téléphone. The Crazy Coupon Lady. J'ai aucune idée de ce qu'il fait. La simple et bonne raison qui fait que je n'ai aucune idée de ce que fait ce site, c'est parce que même en n'étant pas une utilisatrice authentifiée, j'ai une IP européenne et que c'est un site américain qui a décidé de bloquer toutes les IP européennes pour ne pas s'embêter avec les questions de GDPR. En revanche, l'authentification, c'est l'action de dire est-ce que je suis bien la personne que je prétends être auprès de ce serveur? Sur le web, en général, ça va se faire avec un couple identifiant et mot de passe. On va, du fait, avoir plusieurs types d'identifiants, comme par exemple un email, un numéro de téléphone ou un ID qui va vous être donné directement par le site, quoi que ce soit qui soit réputé unique. Le mot de passe, en général, c'est vous qui le créez avec plus ou moins de contraintes, ou on vous l'impose, mais c'est assez rare. Ça, c'est l'authentification avec quelque chose que... Hop, quelque chose que l'on connaît. Ça, par contre, ça va être de l'authentification avec quelque chose que l'on a. À partir du moment où je suis en possession de ce pass, je vais pouvoir aller dans les attractions touristiques à Singapour et en fait, auprès des attractions, je vais être authentifiée comme une personne autorisée à y aller. Ça va être la même chose quand vous allez, par exemple, utiliser un QR code pour rentrer dans un concert ou que vous allez utiliser votre carte magnétique pour rentrer à l'hôtel. Plus il y a nos téléphones présents dans nos vies, plus ce qu'on a en fait se dématérialise. L'exemple du QR code, par exemple. Ah, est-ce que vous savez ce que c'est ça? Je vous entends pas. C'est un HP Pavilion et c'est mon tout premier ordinateur. Et sur cet ordinateur, en fait, ouais, je l'ai eu tard. On pouvait s'identifier avec du coup l'empreinte digitale. Donc du coup, je me connectais sur mon compte admin avec mon empreinte digitale et même au niveau de mon browser, j'avais en fait enregistré les mots de passe dans mon browser et je pouvais tout délog avec mon empreinte digitale. Autant vous dire qu'aujourd'hui, en sachant ce que je sais, je ne ferai plus du tout ça. Je ne sais pas si vous avez vu aussi cet épisode de Cache Investigation où Élise Lucet et ses équipes, de fait, avaient piqué
l'empreinte digitale d'un de leurs collaborateurs sur un gobelet en plastique, en fait, récupéré dans le bureau, et puis il s'était fait un petit moule en colle à bois de l'empreinte digitale de la personne, et avait réussi à passer au système paraphe. En fait, les 2 premières fois, c'est pas passé, mais personne n'est venu, et puis la 3e fois, c'est passé tranquillement. Et en sortant du coup de l'autre côté à l'aéroport, ils n'ont pas eu de problème non plus. Ça, c'est le Chaos Computer Club qui avait du coup pris une photo. Vous voyez la distance à laquelle on est, vous et moi, là? Dans un parc, ça pourrait être pareil. Si je fais semblant de regarder mon téléphone ou de régler mon appareil photo pour faire semblant de prendre des photos des oiseaux, en fait, je peux complètement prendre une photo de votre iris en haute définition. Ensuite, je vais la prendre en infrarouge. Cette photo, je vais ensuite tout simplement appliquer une lentille de contact dessus transparente, présenter ça au téléphone et il va croire que c'est l'iris normal. Simple. Ça, du coup, oui, c'est ça. C'est l'authentification avec quelque chose que l'on est. Et autant vous dire que je suis pas spécialement pour, parce qu'autant un mot de passe, c'est embêtant, mais on va pouvoir tous les changer. Autant les yeux, on en a que 2, les empreintes digitales, on en a que 10. Aujourd'hui, du coup, pour pallier un peu à ça, on a commencé à faire du coup ce qu'on appelle de la two-factor authentication. Ça va être le fait de mêler plusieurs types d'authentification. Dans le monde physique, par exemple, ça pourrait être une clé que je vais insérer dans une serrure, et ensuite je vais devoir entrer un code, et une fois que j'aurai du coup bien fait ces 2 éléments, la porte va enfin s'ouvrir. Dans le monde de l'Internet, on va avoir tendance à garder du coup notre identifiant mot de passe et à rajouter du coup quelque chose que l'on a, en général un code tiers. Et comme je vous disais, comme il y a de plus en plus de téléphones dans nos vies, en général, ce code va arriver sur nos téléphones. Le problème de ça, c'est que si c'est une attaque qui est dirigée contre vous directement, il y a eu beaucoup de failles qui ont été exposées dans le protocole SS7, et qui est du coup le protocole que les opérateurs utilisent. Et aujourd'hui, ça a été remplacé par Diameter, mais on a déjà trouvé des failles en veux-tu, en voilà. Donc c'est pas hyper sécurisé tout ce qui passe par le SMS et le vocal. Ensuite, comme je vous disais, si c'est une attaque qui est vraiment dirigée contre vous, on va savoir où vous habitiez quand vous étiez jeune, le nom de votre animal de compagnie, ce genre de bêtises qui va vous servir bien généralement à récupérer vos comptes. Pour rester sécure, ce que je recommanderais, c'est du coup d'utiliser de la 2FA avec une application externe qui peut être sur votre téléphone, mais par contre qui ne va absolument pas stocker les mots de passe dans le cloud, qui va être elle-même du coup protégée avec un mot de passe en plus pour accéder à l'application, soit directement possible dans l'application, soit vous rajoutez une surcouche à votre OS téléphone. Donc par exemple, je recommande en application OTI. Il y a les YubiKey aussi qui sont du coup des clés externes qui fonctionnent un peu de la même façon et qui sont pour moi une chose assez sécure. Est-ce que ces notions sont bien claires pour tout le monde? Cool. Allons-y. Kerberos. Kerberos, son histoire a commencé du coup au MIT, qui avait décidé du coup de faire un projet ce projet s'appelle le projet Athena. Ce projet, c'est une collab du coup entre le MIT, IBM et Digital Equipment Corporation, que vous connaissez mieux aujourd'hui sous le nom de HP. Et le but de ce projet, du coup, le projet Athena, c'était de permettre aux étudiants, à l'échelle du coup d'un campus, d'avoir ce qu'on appellerait aujourd'hui un intranet, mais à l'époque le mot n'existait même pas, qui allait servir donc à partager des idées, du code, des savoirs, s'échanger des messages, enfin tout un tas de choses. Et surtout, ça devait fonctionner sur différents systèmes. C'est-à-dire qu'ils n'étaient pas obligés d'avoir le même OS, en fait. Et donc voilà. Ce projet a commencé en 83. Il y a eu 8 ans de R&D. Ce qu'il faut savoir, c'est que pendant ces 8 ans de R&D, les 3 premières versions du protocole Kerberos sont sorties uniquement en interne. On est public à partir de la version 4. Il y a eu aussi ces choses-là qui ont été créées. J'imagine que X11, ça vous parle. Ce qui est du coup tout ce qui sert à communiquer avec les fenêtres, enfin servait, ça a été remplacé il y a très peu de temps, dans les systèmes Unix. Et le Zephyr Notification Service avec IRC, c'est le premier client de messagerie utilisé, basé sur l'IP, qui a été très largement utilisé dans le monde par des gens même non tech. Kerberos, ça marche comme ça. Et c'est absolument indigeste. Et dites-vous que c'est le schéma d'explication le plus cool que j'ai pu trouver. Mais dans l'idée, on va aller très vite là-dessus, on a un client qui veut se connecter à un serveur. Et entre deux, du coup, on va avoir un centre de distribution des clés ou KDC. Ce KDC va être séparé du coup en un serveur d'authentification et un serveur d'émission. Et l'idée, c'est qu'en fait, ils vont tous avoir un secret partagé, mais pas partagé entre tous. Ils vont tous connaître le secret de la personne qui sera après eux dans la chaîne, mais pas la personne avant. Du coup, Kerberos, c'est cool.
C'est cool, pourquoi? Parce que du coup, ça a créé une chose qu'on appelle la SSO. Dans mon schéma d'avant, une personne qui va se connecter du coup auprès d'un service, d'un KDC, il va avoir accès non seulement au serveur qu'il a demandé, mais il sera aussi authentifié auprès des serveurs autres que le KDC est autorisé à donner des autorisations pour. C'était compliqué comme phrase. Donc du coup, l'idée c'est ça, c'est qu'on se connecte une fois et ensuite on peut accéder à plusieurs services sans avoir à se reconnecter régulièrement. C'est plutôt sympa aussi parce que du coup, je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a l'eurodatage à chaque requête qui est envoyée. Donc du coup, le ticket en fait va s'expirer tout seul. En cas de vol de ces tickets, la faille va être quand même limitée dans le temps. Par contre, le KDC a un gros point de vulnérabilité. Il est sensible aux attaques DDoS. Il ne bloque pas les brute force sur les mots de passe. Il n'est pas capable de détecter un dévol des clés secrètes. C'est du coup un point d'attaque privilégié pour les attaquants. Et en plus de ça, si jamais vous avez une panne matérielle ou software, pareil. Tous les services auxquels du coup vous étiez censé pouvoir accéder via le KDC sont inaccessibles tant que l'erreur n'est pas réparée. Du coup, c'est pour ça que merci Kerberos, parce que grâce à tes forces, mais aussi tes faiblesses, on a d'autres choses qui sont apparues, et notamment le SAML. Le SAML, ça a commencé avec un autre langage, en fait. Ça a commencé en 93. Il y a plein de gens qui vendaient des outils de sécurité basés sur un langage de markup qu'on appelle le SGML. Et donc ces gens ont décidé que la sécu c'était cool et qu'il se serait bien de se regrouper et de créer du coup des ressources éducatives et dispenser des formations pour favoriser l'adoption des outils SGML. Sauf qu'en fait, peu de temps après, il y a un langage qui a commencé à faire énormément parler de lui, et ce langage, c'est le XML, que vous connaissez probablement bien mieux que le SGML. Au vu de cette nouvelle donnée, le consortium a décidé de changer de nom. Il a commencé à s'appeler Oasis en 98, et il a décidé donc de s'ouvrir à de nouvelles technologies. Et comme le XML était déjà vraiment très connu à l'époque, il n'y avait aucun besoin d'aller faire, on va dire, un peu de l'évangélisation auprès des gens. Donc du coup, l'objectif du consortium a pivoté et ils ont commencé à définir des spécifications techniques basées autour de la sécurité. En 2001, ce consortium s'est posé une question. Comment on fait de la SSO sur Internet proprement? À l'heure actuelle, en l'état, on avait pas mal de services propriétaires qui n'étaient pas compatibles entre eux. Ce qui fait qu'on avait des implémentations un peu dans tous les sens et au final, rien qui allait pour s'uniformiser. La question a été posée. Pas mal d'entreprises, du coup, se sont dit « Ok, c'est super intéressant ». Ils ont apporté leur techno-maison basée sur le XML. Ça, pareil, allez voir les notes en fin de slide, vous aurez beaucoup plus d'infos. Mais bref, donc du coup, elles ont directement apporté des contributions et SAML 1.0 a vu le jour. Quand SAML 1.0 a vu le jour, il y a deux autres organisations qui se sont dit « Bon, allez, ça a l'air cool » et qui ont commencé à utiliser du coup du SAML directement. Il y a Liberty IDFF qui est un framework de fédération d'identité. Et il y a Shibboleth qui est un middleware qui, lui, est plutôt destiné à tout ce qui va être éducation et ce genre de choses. Éducation, recherche. Ils ont travaillé dans leur coin, du coup, avec ce qu'ils ont fait de SGML, de SAML. Et ensuite, ils sont revenus voir Oasis en leur disant « Écoutez, les gars, on a fait ça. » Et Oasis a dit « Ok, c'est super cool, on adore. » Et la V2 a vu le jour. Sauf que la V2, du coup, induit des changements tellement majeurs qu'elle est absolument pas compatible avec les versions 1.0 et 1.1. Ce qui fait qu'aujourd'hui, sur Internet, on a encore du coup de l'authentification par SAML 1.1 ou 1.1 parce que 1.0 est pas safe. et on en a d'autres en 1.2 qui ne sont pas compatibles. Ce qu'il faut retenir, oui, c'est ça. Moi, en tant qu'utilisatrice qui vais vouloir m'identifier par un service qui utilise du SAML, cette slide est absolument pas claire. Il ne faut pas la regarder comme ça, vous comprendrez pas. Donc, moi, ce qu'il va falloir que je fasse, c'est que d'abord, je vais aller me créer une identité auprès d'un provider d'identité. Ce provider d'identité, du coup, je vais aller me connecter à un service. Le service va interroger le provider d'identité et lui déléguer, du coup, tout ce qui a trait à mon authentification. Et ce provider d'identité va renvoyer au service, du coup, derrière mon identité, plus la liste de mes droits. Donc, du coup, c'est comme je vous disais, là, on a réuni authentification et autorisation, ce sont bien deux mécanismes différents et qui sont opérés dans le même protocole. Je vous l'ai dit tout à l'heure, Oasis SGML Open est devenu Oasis en 98. Pour vous donner un peu une idée de la taille du consortium, aujourd'hui, il est toujours présent dans plus de 100 pays. Et il y a plus de 3500 membres, dont des entreprises que vous connaissez forcément.
Sans transition aucune, OpenID. OpenID, ça s'est passé, en fait, pas sous le nom d'OpenID dès le départ. Il y avait cet homme, Brad Fitzpatrick, qui était au lycée, et qui s'est dit, en fait, je fais plein de trucs, ce serait vraiment cool de pouvoir raconter à mes copains ce que je fais quand je suis pas avec eux. Et donc, il a codé un site qui s'appelle le Live Journal, qui est un réseau social un peu basé sur le principe des fonctionnements de journaux intimes, sauf que là, c'est exposé à tous. Ça a super bien fonctionné. Pour vous donner un ordre d'idée, j'ai absolument pas les chiffres pour 99, mais en 2012, donc pas mal d'années après, il y avait 40 millions de comptes sur le site. Donc c'est pas rien non plus. Ça fonctionnait tellement bien que du coup, il a fait une société pour gérer tout ça, Danga Interactive, et Danga a été racheté par Sixapart. Et Brad Fitzpatrick, du coup, est parti bosser chez Sixapart au même moment. Pendant qu'il bossait chez Sixapart et que du coup il maintenait quand même toujours le Live Journal, il s'est dit ok, je vais tenter un nouveau truc pour l'authentification. Et il a codé un truc dans son coin qu'il a appelé Yadis. Yadis, ça a intéressé beaucoup de gens dès le départ. Déjà parce qu'il était chez Sixapart, qui n'était pas une petite boîte, et en plus de ça, il y avait de toute façon des problèmes au niveau de l'authentification, on n'était pas encore arrivé à ce qu'on voulait réellement. Spoiler alert, c'est toujours pas le cas. Du coup, ça a intéressé beaucoup de monde et donc il y a pas mal de gens qui sont réunis. Au final, le projet a eu un nom de domaine attribué, openid.net, et c'est comme ça que le nom que vous connaissez tous est arrivé. Comment ça fonctionne, OpenID? Pareil, je vais devoir me créer du coup une identité auprès d'un fournisseur de services, de fournisseur d'identité. En général, ce fournisseur d'identité, je vais avoir du coup ma page personnelle à cette adresse, donc c'est-à-dire que si il y en a une des 3 adresses qui fonctionne. C'est pas la mienne, mais c'est une autre Valériane, vous pouvez tester. Et donc, je vais créer mon identité. Une fois que j'ai mon identité et ma page de profil, je vais du coup vouloir m'authentifier sur un service tiers qui va utiliser de l'authentification déléguée via OpenID. Donc, je vais aller sur la page du site auquel je tente d'accéder. Je vais lui fournir mon URL de connexion, celle que j'ai obtenue du coup juste avant. Lui va du coup me renvoyer auprès du fournisseur d'identité, qui va à nouveau vérifier mon identité comme avec sa mail. Une fois que ça c'est fait, il va me demander si je suis d'accord pour partager mes informations de profil avec le site. Et une fois que ce sera fait et que j'aurai dit oui, là je serai enfin redirigée en tant qu'utilisatrice authentifiée vers le site web. Pour vous donner une ordre d'idée de qui finance OpenID, ça c'est les plus gros noms. Sauf que en fait, OpenID, à partir de 2013, ils se sont rendus compte que l'authentification déléguée sur le web était largement dominée par Google et Facebook. Du coup, on a eu un arrêt des services progressivement à partir de 2013. Et le dernier très notable en date, du coup, ce serait Stack Overflow qui a arrêté ses services le 1er juillet 2018 seulement, alors qu'à la base, ils ne souhaitaient pas forcément le faire. Ce qui a donné, du coup, OpenID Connect par la suite. Alors, comment ça s'est passé ? Petit retour aux States, 2006. On est dans les locaux de Twitter. Blaine Cook implémente OpenID pour Twitter. Et puis il s'est dit mais en fait c'est cool parce que comme ça on peut déléguer l'authentification et tout. Nous on peut fournir des identités. Mais ce serait bien aussi de pouvoir donner un peu de droit en fait sur ce qui se passe sur Twitter directement aux autres sites. Peut-être qu'ils ont envie de poster ou ce genre de choses. Donc il discute avec Chris Messina, rien de moins que l'homme qui a inventé le hashtag. Et ils discutent aussi avec un autre de leurs copains chez Magnolia. Et puis au final, ça ramène pas mal de monde. Création du groupe de travail en 2006, fin 2006. Et première partie d'année 2007, en fait, ils ont écrit les drafts et lancé la première version du protocole. La deuxième version devra attendre 2012. Sans rentrer trop dans les détails, ce que vous pouvez voir, du coup, ce qu'on appelle les underpinnings, c'est tout ce qui est en dessous. Donc, on a effectivement beaucoup de OAuth 2, mais on a aussi beaucoup de technologies liées au JSON. Là, par exemple, on peut voir les JSON Web Tokens dont on va parler après, la JSON Web Signature, la JSON Web Encryption, et j'ai pas besoin de continuer là-bas. Tous ces protocoles, du coup, ont été tous ratifiés comme valides auprès de l'IETF, l'Internet Engineering Task Force, qui est du coup l'un des 2 plus gros organismes qui ont le droit, en fait, tout simplement de définir des standards dans l'informatique. Un profil OpenID, ça ressemble à ça. En sub, on va avoir du coup le nom, très simple.
Is, ça va être l'issuer, qui a donné cette autorisation. IAT, ça va être issued at, donc ça va être un timestamp tout simple. Et l'expiration, du coup, ici, elle est également gérée avec un timestamp, dès le départ. Dans tous les cas, ce qu'il faut retenir, c'est que par exemple, si vous vous connectez sur un site via Facebook, le fait de pouvoir se connecter sans avoir à se reloguer parce qu'on est déjà logué sur Facebook, ça, du coup, ça va être plutôt la partie OpenID. Et la partie OAuth, ça va être le fait que le site tiers ait le droit de poster pour vous sur Facebook. On va ensuite arriver aux macarons. Qui connaît les macarons? 1, 2, 3, je peux compter, c'est beau. Ok. Les macarons ont été introduits par Google dans une publication en 2014. Le but des macarons, à la base, c'est de faire de l'authentification pour le cloud. La façon dont ça va se passer, ils ont tout un système de caveats. Les caveats, ça va être un ensemble de règles à évaluer qui vont pouvoir être très précises, très fines, et qui vont utiliser beaucoup de ressources. Par exemple, on va pouvoir passer des données de temps, on va pouvoir passer des données de lieu, ce genre de choses. Ce qui fait qu'on va pouvoir, par exemple, autoriser des gens à se connecter de telle heure à telle heure uniquement avec certaines IP. Et donc, ils vont toujours pouvoir se connecter depuis ces IP-là, mais pas, par exemple, depuis chez eux. L'intérêt des caveats aussi, c'est quand ils sont vérifiés, du coup, on va vérifier la data integrity et la validation. En gros, on va vérifier que la data n'a pas été modifiée tout en vérifiant en même temps à chaque fois l'identité de la personne qui fait la requête. Ils ont aussi un concept assez intéressant qui s'appelle l'atténuation. C'est-à-dire que moi, en tant que personne qui... En tant que personne qui suis en possession d'un token macaron, je vais pouvoir donner à une autre personne un token macaron soit équivalent au mien, soit avec moins de droits. Par contre, il n'y a pas beaucoup de documentation. En réalité, il n'y a que ce papier qui est sorti sur leur site. Et surtout, ils ont à aucun moment essayé de faire standardiser le process. Donc je pense que s'il y a une adoption qui est aussi faible et que c'est aussi peu connu, alors que c'est quand même un produit Google, et en général on connaît beaucoup les produits Google, c'est parce que ça les intéressait pas forcément d'aller faire certifier ça. S'il y avait une RFC en cours, je pense qu'on aurait tous été voir à un moment ou à un autre. C'est pas le cas. Si vous voulez quand même tester, il y a une playground. Du coup, vous pouvez y aller simplement, rentrer, tester, et c'est assez fun. Je vous expliquais du coup, normalement sur cette slide, pourquoi c'était pas trop adopté. On passe au JSON Web Token. Les JSON Web Token, à la base, ils viennent de l'ECMAScript. Je ne sais pas si vous étiez au talk de Loïc ce matin, mais il expliquait très bien du coup comment est né l'ECMAScript, donc je ne vais pas revenir là-dessus. Toujours est-il que du coup le JSON est un dérivé de l'ECMAScript. Et ce que vous savez peut-être pas, c'est qu'à la base il a été, malgré son nom du coup JSON JavaScript Object Notation, il a été créé pour être agnostique de tout langage en fait, et donc pour pouvoir s'échanger hyper simplement quel que soit le langage que le développeur utilise. On en revient à l'Internet Engineering Task Force, qui se sont rendus compte que du coup les développeurs aimaient le JSON et que ce serait peut-être bien en fait de sécuriser les échanges qui utilisent ce format de données. Ils ont donc créé un groupe qui s'appelle JOSE, JavaScript Object Signing and Encryption. Le but de ce groupe, du coup, ça a été de définir tous les mécanismes qui sont très largement utilisés. Comme je disais, donc du coup, on va retrouver ces mécanismes dans OpenID Connect. Et en général, de toute façon, je pense que si vous faites du web, vous avez déjà à un moment ou à un autre utilisé un de ces protocoles. Tous ces protocoles ont été écrits, les RFC, par ces hommes, du coup, principalement. Et ça a donné, du coup, les JWT. Pour faire un JWT, on va avoir besoin d'un header, un payload, du coup, c'est le contenu, et une clé secrète. Une fois qu'on va avoir ça, du coup, on va encoder notre header et notre data en les concaténant d'un point, chacun d'une base 64. On va aussi du coup le signer avec un algorithme qu'on aura défini nous-mêmes. Parce que vous voyez ici, on va être dans le header, on peut définir l'algorithme qu'on va utiliser. Ok. Donc on va ensuite signer notre token avec notre clé secrète et l'algorithme qu'on aura défini. Et ensuite, on va du coup, pour obtenir le token complet, concaténer tout ça avec des points. Et voilà, on aura un token complet qui sera donc du coup réencodé en base 64.
JWT, c'est plutôt cool parce que c'est un standard du web qui est super simple à générer. Ah, ok, non, voilà. Alors, c'est super simple à générer. Ça carry, du coup, ça porte avec soi ses droits. Donc, comme je vous disais, en fait, en tant que... Là, on a aussi, du coup, de l'authentification et de l'autorisation qui sont mélangées. Et surtout, c'est un standard du web qui est utilisé et compris par énormément de personnes. Par contre, l'attaquant est toujours en mesure de choisir l'algorithme qui va être utilisé pour décrypter son token et donc peut-être faire exécuter du code à un serveur où il n'aurait pas envie. Il y a une chose aujourd'hui qu'on est en train de créer chez Clever Cloud, c'est Biscuit. Qui connaît ou qui a déjà entendu parler de Biscuit ici? Ok, ça marche. Alors, c'est développé par mon collègue Geoffroy. Vous pouvez aller voir sur le repo GitHub si vous souhaitez contribuer. Il doit rester quelques issues ouvertes, mais dans tous les cas, c'est bien avancé. L'idée derrière Biscuit, c'était surtout de faire en sorte de réunir le meilleur des macarons et des JSON Web Tokens. Du coup, avoir tout un ensemble de caveats et de règles qui sont simples à évaluer, qui sont du coup beaucoup plus restrictives que les règles dans les macarons. Parce que dans les macarons, en fait, chacun peut définir un peu ce qu'il veut. C'est un peu comme avec JSON Web Token, on met absolument ce qu'on veut comme tambouille là-dedans, on encrypte et c'est bon, c'est réglé. Là, du coup, on va avoir tout un ensemble de règles qui sera déjà défini et une façon d'évaluer ces règles. Ce qui fait que du coup, on n'aura pas besoin, on n'aura pas d'implémentation différente en fait derrière, au niveau des serveurs directement. Et du coup, les côtés pratiques du JSON Web Token, qui sont que c'est hyper portable, c'est très compact et tout le monde a l'habitude de bosser avec ça. Il y a un système de requête logique, c'est basé sur Datalog. Il y a une implémentation qui existe déjà directement en Java et une autre en Rust. Le langage de query existe, les validateurs aussi. Donc si le projet vous intéresse, je vous laisse 2 petites secondes pour du coup voir le repo sur lequel vous pourriez contribuer et le Gitter si vous voulez rejoindre la discussion. J'ai parlé très vite par rapport à ce que je voulais dire. Qu'est-ce qui se passe maintenant ? Aujourd'hui, du coup, dans le web, on voit qu'on n'est toujours pas d'accord sur comment bien faire de l'authentification. Ça ne va pas convenir à tous les usages tout le temps. Et dans tous les cas, ça va encore être amené à évoluer. Pour répondre aux besoins qu'on a demain, qu'on ne connaît pas encore en réalité. Ce qu'on a remarqué aussi souvent, c'est que ça a été basé sur des formats. Pourquoi on a créé tous ces langages? C'est parce qu'il y avait des formats de fichiers que les développeurs s'échangeaient et qu'on a voulu du coup standardiser tout ça, créer plus de sécurité en fait dans les échanges sur le web. Ça a toujours été une très 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 grosse question, cette question de sécurité. Ce qu'on a vu aussi, c'est qu'il y a toujours eu du coup soit des groupes de travail. En fait, le seul cas que je connaisse où il y a eu un mec tout seul dans son coin qui s'est dit ok, vas-y, je vais créer un truc et tout, c'est Yadis, qui de toute façon n'est pas resté un truc d'un mec tout seul dans son coin pendant un moment. Donc il y a toujours eu des groupes de travail ou des entreprises qui avaient des besoins et qui du coup ont mis à disposition de ces gens du coup du matériel, de l'argent, d'autres développeurs éventuellement et des ressources surtout qu'ils avaient déjà en interne. Ce qu'on a vu aussi, c'est que ces développeurs, il y en a qui sont un peu stars, voilà, si je vous sors leur nom, vous êtes là, ah ouais, et tout, c'est génial ce qu'il a fait, machin. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'en fait, dans tous ces protocoles, il y a des lignes ou des spécifications qui ont été définies par des gens comme vous et moi. Et du coup, ce que je voudrais aujourd'hui, c'est vraiment vous inviter à contribuer à l'open source d'une façon ou d'une autre, au projet que vous aimez, contribuer à ce qui vous plaît, parce qu'en fait, ça se trouve, ça va être encore utilisé 20 ans après par plein de gens sur le web. Je vous remercie de m'avoir écouté. Du coup, tu es prête pour les questions? Ouais, juste 2-3 petits trucs avant du coup. Vous pouvez lire ce que j'écris technique sur le blog de Clever. Vous pouvez me suivre sur Twitter. N'hésitez vraiment pas à scanner le QR code, je reviens dessus tout de suite. Il y a des pages de ressources en plus, donc vraiment n'hésitez pas si le sujet vous intéresse. Et de toute façon, comme je vous disais, il va y avoir en plus l'article dans Programmez. Donc ce QR code vous renvoie sur les slides. Et il y aura l'article dans Programmez du coup qui va sortir en fin d'année où là on pourra aller vraiment dans le détail des choses et comprendre comment ça marche réellement du coup et bien s'attarder sur la technique.
Merci. Je peux prendre des questions du coup. Ok, donc s'il y en a qui ont des questions, comme il reste un peu de temps, je vous propose qu'on les prenne ici oralement. Passez le micro, vous levez la main. Est-ce que ça vous a intéressé? Est-ce que ça vous a plu, vite fait à main levée? Cool. Ouais. Moi, je vais te poser une question. Enfin, je voulais juste que tu précises un truc. En fait, dans le web, on s'est souvent planté. On a dit, ouais, JWT, c'est trop cool, c'est vachement mieux que les cookies. Et ce qui est vachement important, je pense que éventuellement tu peux en parler, hein, mais les cookies, c'est pas l'authentification, c'est le moyen de stocker des données. C'est pas l'authentification. On peut mettre du JWT dans les cookies. Et il y a un super talk sur les cookies qui a eu lieu l'année dernière ici. Par Hubert Sablonnière, ouais, complètement. Juste aussi, pour ceux qui... voilà. Ouais. Ça, c'est important à comprendre aussi. Yes. Vraiment pas de questions Eh ben, c'est super. Je vous invite à... Si vous avez des questions, toujours on peut en poser. Je suis en bas. Voilà. Et n'hésitez pas surtout à aller me mettre vos feedbacks sur la feuille, c'est complètement anonyme. Et du coup, voilà, soyez honnêtes. Merci beaucoup. Merci encore.